Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions à la Une. Depuis quelques années maintenant, plusieurs études ont montré que les diasporas jouent un rôle très déterminant dans l'économie de beaucoup de pays africains. Les transferts de fonds des migrants sont aujourd'hui supérieurs à l'aide publique au développement ou à l'investissement direct étranger dans le monde. Comment faire pour faire de ces formes d'investissement de réels leviers de croissance économique de nos pays? C'est à cette question que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette émission. Un seul invité avec moi dans ce studio pour débattre de ces questions, Eric Bocho. Il est expert en comptabilité et finance. Monsieur Bocho, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Megan. C'est votre première fois de participer à nos côtés à cette émission. Merci d'être là. Merci. Et tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que je donne quelques chiffres pour donner une idée à nos téléspectateurs de ce que la diaspora apporte aujourd'hui dans l'économie de nos pays. En 2005, les fonds envoyés, c'est une étude publiée par la Banque africaine de développement. En 2005, les fonds envoyés de la France vers le Maroc ont atteint 4 074 millions d'euros, soit 9% du produit intérieur brut du pays et 750% de l'aide publique au développement. Le Sénégal a été destinataire de 1254 millions d'euros, soit 19% du PIB. La même année, le Mali a reçu 456 millions d'euros, soit 11% du PIB, 80% de l'aide publique au développement. Et les Comores, 72 millions d'euros, soit 24% du PIB. Selon une autre étude de la Banque africaine de développement publiée en janvier 2008, le total des flux financiers en provenance des Maliens de l'extérieur se chiffrait à environ 300 milliards de francs CFA, soit 79% de l'aide publique au développement au Mali. Selon les mêmes les statistiques du ministère malien de l'extérieur et de l'intégration africaine, la diaspora malienne venant seulement de la région de Caille, la région de Caille c'est dans l'ouest du Mali, vivant en France, contribue au développement du pays avec un apport financier annuel de 160 milliards de francs CFA par an. Quel est le cas pour le Togo, Monsieur Eric? Alors, je pense que la diaspora togolaise aussi fait énormément de transferts ici. Actuellement, je n'ai pas les données exactes de ce qui sera le montant de transfert effectué par la diaspora togolaise dans l'intérieur du pays. Mais toutefois, pour ma compagnie E-Planet, qui est dans le transfert de deux fonds, je pourrais dire que durant les 2 ans qui viennent de passer, on a transféré au moins 2 milliards de francs CFA sur le Togo. Et actuellement, nous ne sommes qu'implantés aux États-Unis, à moins de 3 États, avec 6 agents opérant sur le territoire aux États-Unis. Avec ce chiffre, je pense que si nous voyons un peu ce que représente Washington ou Togolais, ils se rendent à travers le monde entier, avec le MoneyGram, c'est tout un flux considérable. Okay. Ben, généralement, c'est des fonds qui servent à la consommation, ça ne participe pas directement au développement de nos pays. Bon, tout à fait, parce que actuellement, les transferts effectués par les Togolais de la diaspora sont des assistances à la consommation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de structure organisée pouvant recueillir ces fonds pour les investir. Donc c'est pourquoi en 2007, au cours de ma présentation d'un plan finance à New York, j'ai fait un peu de l'étude de la mise en place d'un fonds d'investissement que le Togolais de la diaspora peut constituer afin de pouvoir commencer par investir au lieu seulement d'assister au niveau de la consommation. Et comment est-ce que ça peut se faire? Chacun vient déposer son argent et après on l'investit au pays, ou bien comment est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher à 2 niveaux principalement. Oui. D'abord au niveau de la diaspora elle-même, c'est qu'il y a des structures qui peuvent s'organiser et peut aussi faire entrer des cotisations ou soit vendre des actions en tant qu'une compagnie à but lucratif. Donc les diasporas commencent à investir dans ce fonds-là et cette structure peut commencer maintenant par les investir à l'intérieur du pays ou soit au niveau de l'État. L'État peut commencer par créer des fonds d'investissement dans lesquels les gens de la diaspora peuvent commencer par investir ou payer l'action et de manière à servir à investir dans le pays. À investir dans le pays directement. Directement, tout à fait. Ah bon. Et aujourd'hui, est-ce que les esprits sont déjà peuvent être préparés pour, comment est-ce préparer les esprits à cette initiative-là? Bon, je pense qu'il faudrait faire un travail de base. C'est-à-dire informer les gens au niveau des organisations sociales, parce que les Togolais sont plus sociaux, donc il faut commencer par intervenir à ce niveau
de la société, dans la diaspora, les informer sur l'initiative et faire voir les intérêts de ces fonds pour l'investissement à l'intérieur du pays. Actuellement, avec ePlanet, nous sommes présents avec le Togolais dans différentes organisations sociales. L'année passée, on était au niveau de Togolais de l'Entrata, où on avait participé à la programmation de leur congrès annuel. On était au niveau de New York en 2007. On était l'année passée aussi au niveau de Moline, c'est Illinois, à Chicago. On était aussi à Californie, on a participé à des événements là-bas. C'est par ces participations que nous pouvons informer le public de l'intérêt de ces fonds d'investissement. D'accord. Au niveau de la diaspora, peut-être qu'on est en train de penser, mais il faut aussi des structures au niveau local, il faut que des esprits soient aussi préparés à cela. Tout à fait. Je crois que c'est le grand des problèmes, le nœud qu'il faut vraiment dénouer ici, parce que quoi, quand bien que les Togolais de la diaspora commencent par avoir confiance de pouvoir investir à l'intérieur du pays, il y a quelque part manque de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a bon nombre de Togolais qui sont un peu abusés et qui ne veulent même pas encore oser, parce que quoi, c'est les parents à qui on envoie l'argent pour réaliser un projet, l'argent dilapidé, ou c'est les frères, ou c'est les cousins, ou c'est les amis, mais ça ne réalise pas le projet pour lequel l'argent a été envoyé pour. Donc ça veut dire que bon, aujourd'hui, il y a clé de confiance. Et c'est ce que nous devons adresser, c'est ce que nous devons essayer de corriger pour ramener cette confiance encore au niveau de la diaspora et du public de l'intérieur pour que l'investissement recommence encore à se faire monter sur le terrain. Comment faire restaurer cette confiance? Je pense que c'est l'un des travaux des médias que vous entendez ici, c'est faire comprendre aux gens de l'intérieur ce qu'ils doivent faire, les bonnes attitudes. Je pense que très souvent, lorsqu'on n'a jamais quitté le pays pour aller à l'extérieur, on pense que lorsque l'argent vient de l'extérieur, c'est une manne financière qu'il faut dilapider, parce que ça va encore venir. Mais je vous dis que le Togolais moyen, peut-être aux États-Unis, faire $20 par heure. Et disons que pour une journée de 8 heures, ça peut faire $180. Si nous le convertissons en de $500, ce qui est pratiquement, je ne suis pas trop sûr, mais pas assez pour que, bon, lorsqu'on le dilapide, le Togolais puisse encore envoyer ce fonds rapidement. Donc il faudrait faire comprendre aux gens ici que lorsque les gens envoient de l'argent de l'extérieur, ce sont les heures du travail qu'ils ont accompli. Et lorsqu'on les dilapide ou on les gaspille, c'est comme si on ôte ces heures de vie de ces gens dans la diaspora. Et les gens sont devenus si amers qu'ils ne veulent même plus envoyer, ou ne veulent plus entreprendre sur le terrain. Donc les gens devaient comprendre ici, à l'intérieur du pays, que le travail les incombe de pouvoir commencer par être honnête et être, je veux dire, rigoureux dans la gestion de ces fonds qui les sont envoyés. Généralement, les initiateurs, quand ils ne sont pas là sur le terrain, c'est ce que vous venez d'évoquer, hein, les initiateurs, quand ils ne sont pas là pour faire marcher leur entreprise et vérifier à chaque étape l'évolution de leur entreprise, ça ne marche pas très fort, hein, parce que les gens, comme vous venez de le dire, ceux qui sont là sur le terrain ne sont pas parfois conscients. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est l'occasion de dire aux Togolais qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour que nos biens soient bien gérés, ou nos investissements soient bien gérés. Mais nous ne pouvons que faire confiance à ceux qui sont ici. On n'a pas besoin d'être tous dans la diaspora, on n'a pas besoin d'être tous aussi à l'intérieur du pays. Mais nous devons faire de manière qu'il y a un pont de confiance entre la diaspora et l'intérieur du pays. Et quand ce pont existe, nous pouvons vraiment évoluer. Et c'est aussi de faire comprendre, bien sûr, aux Togolais qu'il est important que lorsque quelqu'un fait quelque chose, entreprend quelque chose, il faut l'encourager. Et la confiance est un élément premier, très primordial, pour que ça puisse évoluer. Et aux gens d'être positifs, encourager ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très en bon plan de dire que le Togolais est si généreux, est si de bon cœur, parce que quand j'ai commencé avec ePlanet, je n'ai pas les fonds disponibles pour le faire moi-même, moi seul. Mais aujourd'hui, les Togolais m'ont assisté énormément. Et je tiens encore à le remercier aujourd'hui, en présence du caméra, bien sûr, de ce qu'ils ont fait pour moi et pour ma compagnie. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons un grand chemin au niveau de rétablir la confiance à travers cette structure de ePlanet pour les Togolais qui sont dans la diaspora, pour commencer par avoir de l'argent et commencer par inverser. Parce que quoi, aujourd'hui, pas seulement qu'on fait le transfert d'argent de l'extérieur vers l'intérieur, mais nous avons des comptes de dépôt pour les Togolais commencent par faire le dépôt d'argent là-dessus. C'est que dit que bon, un jour, nous pouvons commencer par créer des fonds d'investissement et ces fonds-là peuvent commencer par être investis à l'intérieur du pays pour des projets appropriés. D'accord. Au-delà de cette confiance, il y a aussi les conditions. L'État doit d'abord créer les conditions pour
pour faire évoluer les choses. Exactement, je pense que c'est un élément aussi très très considérable. C'est l'occasion pour moi de le signifier. L'État doit nous accompagner en tant qu'initiative privée pour le succès dans la croissance de ce que nous faisons. Parce que l'État doit être compris comme étant un moteur pour l'évolution, non pas un radical à l'évolution. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des projets et qu'on a besoin d'assistance des institutions de place, au lieu qu'elles nous aident, je pense qu'il y a un peu de lenteur, de lourdeur, de manière que les gens commencent à abandonner. Il y a des projets qu'on a commencé à initier depuis 1 an et demi, 18 mois. Mais sans jamais aboutir parce que quoi, il y a une lourdeur qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Et à mon espace de 12 mois, il était revenu il y a 3 fois ici au Togo pour faire aboutir seulement un seul projet. Non, il faut voir si j'ai arrivé pour 60 ans, à peine que j'aurais pu accomplir un projet. C'est ça. Le rêve de tout Africain aujourd'hui, c'est de voir le continent amorcer un début de décollage économique, mais avoir l'environnement où nos économies sont, on a comme impression que nos États ne font pas assez d'efforts pour aller vers ce décollage-là, parce que c'est un environnement généralement gangréné par la corruption. Oui, bon, vous êtes aussi un peu sensible. Je crois que la corruption est surtout les lèvres aujourd'hui. Le mot corruption, il faut lutter contre ça. Bien sûr, le gouvernement dit qu'il faut lutter contre la corruption. Et on a l'impression que ça reste juste au niveau des discours. Hein. Dans les faits, on ne sait pas. Tout à fait. Mais je pense qu'il n'y a pas encore des mécanismes sur place pour vraiment éradiquer ou lutter contre la corruption. Ah, mais du moins, c'est ma perception des choses. Parce qu'il faudrait que d'abord, on commence par les bons hommes au bon poste. C'est-à-dire que ce qui est fondamental pour l'évolution d'un pays, c'est l'éducation que l'employé ou le secteur public doit d'abord avoir. Si on a l'éducation minimale, on sait bien que on est là pour une éducation, un rendement. C'est-à-dire qu'on doit accomplir les choses. Mais imaginez qu'on n'est pas arrivé à ce niveau. Ce qui est aussi flatteur, c'est que lorsqu'on est nommé à un poste de directeur ou de ministre, on pense qu'il faut s'enrichir d'abord. On fait des courses pour construire des villas. Alors qu'il faudrait voir comment on peut servir le public pour réaliser, pour que le pays puisse avancer. Donc il faudrait que lorsque nous voudrions éradiquer la corruption, d'abord on commence par la réforme administrative. On commence par mettre les bons hommes au bon poste, par les qualifications qui sont requises. Et encore, faire de manière qu'il y a un suivi au niveau des rendements fournis par ces hommes au sein du public. C'est-à-dire que quand on est nommé ministre ou directeur, il ne faudrait qu'on passe un temps là-bas et on disparaît après. Mais il faudrait qu'après tout, un jour, on rende compte de ce qu'on a pu faire. Et il faudrait, heureux que maintenant on vient de mettre les coups de compte sur place. C'est une bonne chose. Il faudrait que il y a des audits réguliers des entités publiques, qu'on dise vraiment ce que nos pays dégagent comme ressources, les rentrées financières, comment ces rentrées financières sont gérées, à quoi elles ont servi. Donc comme ça donne aussi confiance aux gens de la diaspora pour travailler en concert avec le pouvoir en place, ou en place pour pouvoir faire évoluer les choses. Il faudrait aussi tenir compte des concerts des entités indépendantes. Il faudrait que le gouvernement puisse de temps en temps ouvrir les vannes pour que les gens puissent donner leur aperçu ou disons leur perception sur certains éléments pour voir comment ça pourrait être mieux fait que ce qui se fait actuellement. C'est pour revenir pour dire aussi que la corruption, que les Togolais comprennent que ça ne sert pas notre peuple, ça ne sert pas notre intérêt national. Parce que si maintenant quelqu'un met 1000 $, ou disons, je veux dire, 10 millions dans sa poche, ça peut créer un emploi, ça peut servir au moins peut-être 3 Togolais, et ces 3 familles qui sont nourries, et ces 3 familles qui ont la chance de pouvoir mettre les enfants à l'école, ces 3 familles qui ont la chance de pouvoir se faire traiter au dispensaire, ces 3 familles qui ont l'espoir d'un avenir meilleur. Et ainsi de suite, les générations à venir vont quand même avoir de l'espoir pour un avenir meilleur. D'accord. Mais comment est-ce que la corruption directement influe sur l'économie et la détruit? Alors bon, je pense que la corruption est comme un virus qui détruit l'économie. Ça tue l'économie, mais ça tue l'économie. Je vais vous l'expliquer. Bon, c'est un affaire particulier du conteneur que j'ai envoyé des États-Unis. Là, de cela, peut-être une semaine ou 10 jours comme ça. Bon, le conteneur est arrivé, on m'a dit que je vais payer 5 millions pour donner les 2 voitures que j'ai envoyées. Ce que j'ai versé dans les 48 heures. Maintenant, le samedi, samedi je suis passé, on devait ouvrir le conteneur. On est arrivé, on dit que bon, il a eu saisi dans la gendarmerie qu'il y aurait des voitures volées. Donc, bon, j'étais saisi aux États-Unis, j'ai appelé la gendarmerie pour dire, ben, il y a une information qui m'est parvenue que le conteneur était saisi parce qu'il y a des voitures volées. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a une dépêche du niveau de la
l'ambassade des États-Unis au Togo que tout conteneur arrivant des États-Unis contre des voitures devait être vérifié. Il dit tout à fait, mais qu'est-ce que vous avez besoin pour s'assurer que ce n'est pas des voitures volées? Ils ont dit qu'il faudrait prouver que ce n'est pas des voitures volées. Ce qu'on a fait, on a envoyé les 4 Grace qui ont été certifiés par la douane américaine parce que dans la voiture, il y a une voiture que j'avais utilisée pour 5 ans, ma propre Audi. Donc, ils ont dit que bon, c'est clair, la voiture peut sortir dans la journée. Bon, la journée était passée, on a dit que après, il faudrait voir la zone du port qui est fermée le samedi là. Donc, lundi, ça devait sortir. Lundi, c'est pas sorti. Bon, j'ai appelé la gendarmerie, ils m'ont dit que au fait, il doit y avoir quelque chose qui doit venir de la justice au niveau du procureur. Je dis, mais de quel procureur, de quelle justice? Parce qu'on a la cour d'appel, la cour de cassation, la cour constitutionnelle, il ne sait pas de quoi. Il dit que bon, mais c'est le procureur. Mais le nom du procureur, on n'arrive pas à me le dire. Donc, j'ai passé 3 jours à appeler le gendarme et finalement, il ne prend même plus le téléphone. Donc, j'ai obligé d'appeler le ministre de la Sécurité, le ministère de la Sécurité, j'ai parlé avec un monsieur. Il m'a dit d'abord, je dois quand même parler avec l'ambassade du Togo aux États-Unis. Ce que j'ai fait, ils ont dit non, mais ils savent ce qu'ils vont faire. Parce que c'est une affaire privée, c'est commercial. Qu'est-ce que l'ambassade a besoin de tout ça là? Donc, j'ai dû rappeler le gars du ministère de l'Intérieur. Il m'a dit, au fait, si ce n'est pas l'ambassade, il faut appeler l'affaire étrangère. J'ai appelé l'affaire étrangère. Ils m'ont dit, ok, d'accord, l'affaire étrangère. Dit, mais monsieur, ce n'est pas l'affaire diplomatique. Qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça là? Oui. Donc, de repartir c'est pas la gendarmerie, le numéro ne sonne pas. Donc, j'ai dû rappeler encore le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Il a dit, ok, bon, il faudrait que j'envoie quelque chose qui le demande de pouvoir agir sur mon cas. Il dit, c'est quoi? Il dit, une lettre, lettre contenant quoi? Il dit, lettre demandant une action, d'accord? Bon, demande un fax, il m'a dit, il n'y a pas de fax. Un email, il m'a dit, pas d'email. Bon, mais je vais faire une fois, comment les lettres à vous maintenant? Il dit, bon, il faut faire le courrier. Mais mon temps, il doit venir utiliser la voiture ici. Il était arrivé hier, la voiture devait être disponible. Je n'ai pas de voiture, mais maintenant louer une voiture. Donc finalement, le gars me dit, ok, ils vont voir ce qui va se passer. Et là, je suis là maintenant, l'affaire n'est pas encore finie. Il faudrait que j'attende encore la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que vous concluez? Qu'ils veulent de l'argent? Qu'est-ce que mais, quand finalement j'ai pu joindre le gendarme, je pense que c'est le mercredi que je parte des États-Unis, il m'a dit, vous pensez que vous appelez des téléphones là pour changer quelque chose ici? C'est pour me dire quelque part que bon, c'est pas mon intervention qu'ils veulent, mais peut-être, je sais pas quoi, l'argent, je sais pas. Là, on verra de la semaine prochaine. C'est pour vous dire que la corruption tue l'économie. C'est un virus qui tue l'économie. Et les gens ne se rendent pas compte. Celui-là d'abord fait perdre le temps à l'ambassadeur des États-Unis, parce que, du Togo aux États-Unis, parce que j'ai dû l'appeler, j'ai dû interrompre son travail. C'est pas un seul, j'ai appelé le consul du Togo aux États-Unis aussi, j'ai appelé le comptable, bon, j'ai appelé 2 personnalités au ministère de l'Intérieur, j'ai appelé l'affaire étrangère. Il faut voir tout cela que j'ai pris le temps du travail pour seulement régler une affaire qui peut être réglée immédiatement. Donc la corruption, j'ai dit ceci pour que les gens comprennent un peu combien la corruption pourrait détruire l'économie d'un pays. Alors si les gens devaient faire le commerce dans une semaine, il faudrait maintenant mettre 1 mois pour le faire. Ils sont des pertes à gagner. Et je crois que bon, le Togo doit quand même mettre des structures en place pour lutter contre cette corruption. Et c'est ça qui décourage les investisseurs. Énormément. Qu'ils soient étrangers ou nationaux. Énormément, parce que vous comprenez. Bon, il y a 2 ans, j'allais ouvrir un compte ici. Il m'a fallu 5 mois pour ouvrir un compte bancaire. Et je ne sais pas ce qui se passait, mais il va falloir que les informations soient faites au niveau des autorités supérieures d'institution pour que le compte soit ouvert. Bon, je ne pense pas qu'un Américain va quand même attendre 5 mois pour ouvrir un compte ici au Togo. Il va repartir. Il a des pays à côté qui font mieux. Non, le Togolais, Audi est abusé. Bon, quand tu parles beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora, je n'ai pas le temps pour ça. Mais il faut que les choses changent sur place ici. Et nous devons être conscients de cela. Parce que on ne fait pas le mal seulement à celui-là qu'on traîne à l'endroit de la journée, mais on fait le mal à toute cette nation. Et nous devons tous lutter contre cela. C'est très important. En agissant sur la corruption. Tout à fait. Et comment le faire? La population, est-ce que tout le monde peut le faire ou c'est... Bon, ouais. Bon, la corruption, je veux dire, c'est au niveau des nations de l'État, mais aussi au niveau du public auquel nous appartenons. Parce que mon papa est corrompu comme moi, ou mon frère, tout le monde est corrompu. Donc c'est quelque chose qui gangrène toute la société. Bon, un cas comme ça. La fois dernière, j'allais réaliser un travail de peinture dans un de mes services ici. Donc j'ai demandé au peintre de me prendre le devis, ce qu'il a présenté bien sûr. Donc on a dit d'accord, ça coûte ce montant, il faut aller payer le matériel. Il dit non, il faut aller remettre l'argent, il va aller payer le matériel. Non monsieur, mais les fins de devis, j'ai vu le matériel qu'il faut payer, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un le matériel et vous l'amener faire le travail? Il dit non, mais il doit aller avec la personne. Bon, d'accord, sans problème. Je l'ai laissé aller avec la personne pour payer le truc. Mais il était revenu, j'ai demandé à la comptable, les chiffres sont tombés très bien là, et il dit tu vas faire quand même le montant.
Il dit appelle l'entreprise pour s'assurer de combien il vend ces produits-là. On appelle l'entreprise, ils ont des prix qui sont différents des prix qu'on a sur les factures. Il dit non, mais comment se fait-il que les prix que l'entreprise donne maintenant sont différents des prix qu'on a sur les factures? Elle dit ne sait pas. Bon, il faut se rendre à l'entreprise, demander de prouver les factures qu'ils ont émises à notre entreprise. On était allé, on fait comprendre que c'est le peintre qui a demandé que les factures soient modifiées. Mais comment vous pouvez faire des trucs pareils comme ça dans ce pays? Donc, il a dit, non, vous me remboursez la différence ou je vous amène devant la justice. Elle dit, non, c'est pas notre problème, c'est le peintre qu'il faut saisir. Bon, on était retourné au peintre et il a remboursé la différence. Donc, ça dit que c'est un problème qui est au niveau de toute la couche sociale actuellement au pays. Et nous devons être conscients, nous devons lutter contre cela. Il faudra que chacun dans son foyer puisse au moins être honnête. Et de là, arriver au niveau de l'État, on est honnête et tout le monde est gagnant. D'accord. Monsieur, nous sommes en train de parler de l'apport de la diaspora dans les économies africaines. Et sur ce chantier, vraiment, on a comme l'impression que le Mali fait beaucoup d'efforts. Le Mali est le pays le mieux. Le Mali et le Sénégal ont une diaspora qui est très bien organisée. Qu'en est-il pour le Togo? Bon, je pense qu'on est un peu dévasté par les pays de la région, la sous-région. Le Togo peut-être aussi, mais traîne encore le pas. Mais le problème fondamental au niveau de la diaspora togolaise est l'émiettement. Cette diaspora en tant que secte politique. Bon, vous savez, la diaspora maintenant à l'image de la politique de l'intérieur du pays. Si vous avez le malheur de porter un habit blanc, déjà on vous confond à un homme du RPT. Si vous avez le malheur de porter l'habit jaune, on vous dirait que peut-être il a la fièvre du UFC. Si vous portez peut-être le rouge, on dirait que vous avez du cas. Donc, alors que en tant que diaspora, on ne doit pas passer en termes d'affinité politique, mais plutôt en termes d'agrégat économique. Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette économie du pays? Je pense que ce qui est important. Si nous travaillons en ce sens-là, nous pourrons remettre l'économie du Togo en mode 2 ans. C'est possible. Tout à fait. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des Togolais qui travaillent dans leurs institutions internationales, qui ont compris le mécanisme d'investissement et qui sont prêts à pouvoir apporter leur connaissance, leur expertise et puis assister. Et des Togolais aujourd'hui peuvent épargner en moyenne $1000 par an. Je ne sais pas de l'Europe, mais des États-Unis, chacun peut au moins épargner $1000 par an. Si nous considérons que nous avons 200 Togolais dans la diaspora, qui peut investir ces $1000. Donc nous avons combien? 2 milliards de dollars. Si nous convertissons en termes de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Ça aurait beaucoup de projets. C'est pour dire que nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'il y ait au moins des mécanismes de contrôle, de suivi qui seront sur place, qui peuvent faire progresser ces choses-là quand on y arrive. C'est ça. Qui doit créer ces mécanismes de support et de contrôle? C'est l'État ou c'est la diaspora elle-même? Bon, je crois que l'État est sollicité à ce niveau-là. Parce que, à un niveau donné, on ne peut pas seulement penser en termes des gens en tant qu'individus, mais en tant qu'institution d'État. Donc, si l'État crée des programmes de contrôle et de suivi, je pense qu'il y aura beaucoup d'évolution. Imaginez maintenant, vous êtes arrivé pour mettre une entreprise sur place. Vous avez même un dossier au ministère du commerce où on enregistre les sociétés, la chambre de commerce. Ça prend 1 an pour les faire. Si on vous a demandé de faire un papier, ça prend 6 mois pour le faire. Mais aux États-Unis, on n'a pas ce temps-là, sans mentir, parce que les gens travaillent, font 2 travaux, mais 2 travaux, je veux dire. Et on ne peut pas encore, chaque mois se lever, appeler les 4, payer les 4 plutôt, et puis appeler le Togo. Donc ça veut dire que bon, l'État doit pouvoir huiler un peu son mécanisme d'administration, de manière que les choses aillent plus rapidement. Et que chaque personne qui travaille dans l'État, c'est bien qu'il est un serviteur public, qui doit accomplir un travail qui va dans l'intérêt du public, mais pas comme étant quelqu'un qui entrave le progrès du public. D'accord. Nous parlons en termes d'organisation, et sans que cette organisation au niveau de la diaspora, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Pour le moment, comme je viens de le dire, il y a des organisations au niveau de la diaspora, mais toujours encore des affinités qui ont des affinités politiques. C'est que je dis maintenant que quand vous portez l'habit blanc, on vous comprend carrément déjà à un gars de RPT. Si vous portez le jaune, on vous dit que vous êtes de l'IFC. Si vous portez le rouge, vous êtes du cas. Donc, ce qui veut dire que bon, la diaspora aussi se regroupe par affinité politique. Donc, ça veut dire que pour que les Togolais arrivent à se constituer en groupe de travail ou d'investissement ou de contrôle, il faudrait qu'on dépasse au clivage de la politique, qu'on se met un peu au niveau de macroéconomie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Togo? Si on arrive à le faire comme ça,
Je pense que là, on peut créer des structures. C'est là où je parle d'organisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a comme impression, ceux qui sont sur place, hein, quand on est au Togo, on a comme impression que la diaspora ne fait pas assez pour accompagner la mère patrie, le Togo. C'est l'impression de ceux qui sont là, de ceux qui n'ont pas pu, de ceux qui ne sont pas partis. C'est l'image qu'on a. Oh, et je pense que c'est un constat qui est vrai. Mais le pourquoi la diaspora n'arrive pas à s'organiser, c'est parce qu'on a mis la politique devant tout. Et c'est là que je dis que bon, il faudrait que les Togolais ôtent la politique de leur tête. D'abord, nous devons penser à l'économie. Si je vois un Togolais dans la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter un plus à l'économie de ce pays-là? Si nous le faisons, alors il y aura un progrès. Donc la diaspora a encore un chemin à faire. Nous sommes encore des individus dans la diaspora. On n'est pas encore une nation bien structurée. Nous y arriverons. C'est pour cela même que nous avons un congrès sur le 26 décembre qui vient aux États-Unis, dénommé le congrès pour l'économie et la société du Togo.